Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Nous allons parler aujourd'hui, je vais faire un retour sur le podcast Parenthèse auquel j'ai participé, qui a été publié il y a quelques semaines, où avec Claude Bégin et Lisande Nadeau, on a parlé en fait de parentalité et de différents sujets en fait au niveau du couple. Et en fait, un peu les réactions qui ont ressorti de certains propos, en fait, que j'ai dit, certaines informations, connaissances là, que j'ai partagées. Donc, j'aimerais revenir un peu, en fait, sur certaines de ces choses-là. Et aussi embarquer, suite en lien avec ça, sur le respect, en fait, et comment qu'on réagit face à certaines situations qui viennent peut-être nous heurter, nous faire réagir émotionnellement. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous contacter par courriel à info@lesexologue.ca ou sur notre site internet lesexologue.ca. Vous pouvez nous donner des commentaires, du feedback, des questions ou des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde sur le podcast. Donc, pour revenir un peu sur le podcast Parenthèse auquel j'ai participé, on m'avait invité en fait pour parler sur le podcast en tant que sexologue psychothérapeute sur les expériences, les dynamiques en fait dans la parentalité, comment ça influence le couple et comment ça influence la sexualité, le désir sexuel. Et puis j'avais amené dans le fond mon expertise à ce niveau-là. Puis on est aussi en fait tombé là, dans les sujets de la contraception, de l'allaitement et des menstruations. Et certains propos en fait que j'ai dit ont peut-être à certains égards soit manqué de nuances ou j'avais pas tout à fait les informations complètes et exactes. Et ça semble avoir fait réagir en fait la communauté périnatale de ce que j'ai pu me faire dire par deux de mes collègues. Donc je voulais clarifier en fait certaines informations que j'avais dites par rapport à ça. Donc, en fait, au niveau des menstruations, donc, j'avais été surpris en fait que les menstruations ne reviennent pas après un certain temps. Lisande, ça faisait près d'un an qu'elle n'avait pas eu ses menstruations. Ça m'avait surpris. Selon mes connaissances, je pensais que ça revenait plus tôt que ça. Et donc, je lui ai dit, il faudrait peut-être consulter un médecin à cet effet-là pour s'assurer qu'il n'y a pas une problématique. Et c'est tout à fait normal. Donc, je n'étais pas, en fait, au courant de cette situation-là. Ça peut prendre jusqu'à 18 mois, en fait, avant de retrouver là, ces menstruations. Certaines personnes même les retrouvent très rapidement après quelques semaines là, suite à l'accouchement, qu'on allait ou pas. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. Puis certaines personnes avaient trouvé inquiétant en fait que je dise ça. Il y a certaines personnes qui se sont même inquiétées pour leur propre santé. Mais je voulais dire en fait que c'était tout à fait normal. Puis comme je l'avais mentionné là, dans le podcast, je n'avais pas l'expertise pour me prononcer là-dessus, mais ça m'avait mis la puce à l'oreille que peut-être qu'il y avait quelque chose, mais que ça pouvait peut-être aussi être expliqué par l'allaitement, mais que je n'étais pas le professionnel à consulter par rapport à ça. Mais le sujet est tombé en fait on est tombé sur ce sujet-là. J'ai amené en fait là, une information par rapport à ça, mais qu'il fallait quand même consulter quelqu'un là, qui aurait l'expertise pour le faire à ce niveau-là. L'autre point, en fait, c'était au niveau de l'aspect contraceptif ou la diminution de la fertilité qu'on peut avoir quand on allaite. Donc, on est aussi tombé sur ce sujet-là. Claude a amené, en fait, là, que la fertilité diminuait là, de 75 Puis j'ai nommé, en fait, que mais c'était effectivement dans les 6 premiers mois et qu'il fallait avoir des boires de façon relativement rapprochée. Mais on n'est pas réellement complètement infertile. Ce n'est pas un moyen de contraception fiable comme d'autres qu'on peut avoir. Donc, certaines personnes vont utiliser cette méthode-là pour du planning familial, pour espacer les naissances. C'est une connaissance ou des informations en fait qu'on véhicule que les femmes, quand elles allaitent les 6 premiers mois, sont infertiles, mais il y a plus de précision à apporter à ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller vous informer par rapport à cette méthode-là que certaines personnes peuvent utiliser pour espacer les naissances comme contraception, mais que ça vient aussi avec une certaine probabilité aussi de tomber enceinte sans le savoir, parce qu'on peut en fait ovuler avant d'avoir, par exemple, nos premières menstruations, et on peut donc tomber enceinte avant de savoir qu'on a commencé à avoir les menstruations. Donc, c'est pas une méthode qui est plus difficilement, en fait, qui nécessite un protocole. Et j'avais amené effectivement la nuance que c'était dans les 6 premiers mois et qu'il fallait être davantage là, à l'écoute, au niveau, pas à l'écoute, mais qu'il fallait avoir là, des bois relativement rapprochés.
mais je n'avais pas les détails, en fait, à ce niveau-là. Donc, j'ai dit les connaissances que j'avais pour amener les nuances, mais je ne les avais pas tous, en fait, là, ces nuances-là. En tant que sexologue, on a certaines connaissances par rapport à l'allaitement, les menstruations. On a un cours de 45 heures, du moins quand moi j'ai fait le bac, sur la fertilité, la contraception, la grossesse, la naissance, etc., les hormones, mais je ne suis pas spécialisé là-dedans. Et donc, il me manquait certaines informations là, que je voulais clarifier ici à cet effet-là. Puis un autre endroit où peut-être je me suis mal exprimé, c'était en lien avec la prolactine. Donc la prolactine au niveau du désir peut l'influencer, mais j'ai parlé de ça tue le désir. C'est pas tout à fait vrai, là, ça ne tue pas nécessairement le désir. Ça varie effectivement d'une femme à l'autre, l'impact que ça va avoir sur le désir sexuel. Et comme j'avais mentionné justement dans le podcast, il y a toutes sortes d'autres raisons en fait qui influencent le désir sexuel suite à un accouchement et les dynamiques de couple. Et c'est principalement sur ça en fait qu'on m'avait interpellé pour le podcast. C'était tous ces autres éléments-là, plus relationnels, sociologiques, les stéréotypes, les rôles parentaux qu'on peut avoir à ce niveau-là. Mais la manière que je l'ai nommé, c'est comme si c'était un peu la faute là, de la prolactine, puis que si on arrêtait d'allaiter, ça allait évidemment raviver le désir, ce qui n'est clairement pas le cas pour bien des gens, parce qu'il faut apprendre à bien gérer aussi être parent et tout ça. Si vous voulez en apprendre plus, le podcast élabore un peu plus là-dessus. Donc, c'était les informations que je voulais un peu corriger par rapport au podcast. Mais j'aimerais revenir un peu sur peut-être la manière que certaines personnes ont réagi à mon égard, les commentaires qui en sont sortis, les reels qu'on a fait par rapport à ça. Puis j'ai comme été un peu surpris en fait peut-être de la réaction, la aussi forte réaction peut-être qu'il y a eu par rapport à ça à mon égard, même un peu virulent à certains égards, pas discriminatoire, mais décrédibilisant à mon égard, excusez-moi, c'est difficile à dire comme mot ça, décrédibilisant en fait à mon égard sur les forums, les commentaires en fait qui en sont sortis dans la communauté périnatale. Puis je me suis comme questionné de pourquoi en fait ça suscitait autant de réactions et pourquoi le faire avec autant de mépris et de condescendance en fait à mon égard, parce que je croyais quand même avoir nommé là où je n'avais pas certaines connaissances, j'ai amené certaines nuances à plusieurs égards, j'ai nommé quand je ne savais pas puis qu'il fallait se référer à quelqu'un d'autre. Puis on a comme cette impression-là que les professionnels, il faut tout savoir sur tout parfois, ou que les sexologues ont certaines connaissances qu'on n'a pas. Donc, comme je l'ai dit, on a des cours, par exemple, sur la fertilité, la contraception, la grossesse, mais ce n'est pas moi, mon expertise. J'ai certaines collègues ou collègues qui ont, eux, cette expertise-là, mais moi, je ne l'avais pas nécessairement. Puis il y a certaines personnes qui ont dit, ben si tu es pour aller sur un podcast puis parler de ça, mais tu aurais dû t'informer auparavant. Oui, tout à fait, mais on n'avait pas abordé, en fait, ce sujet-là qu'on allait aborder sur la contraception, les menstruations. J'ai certaines connaissances. Quand le sujet est arrivé, je les ai mentionnés tels que je les connaissais. Il me manquait effectivement des précisions. J'ai moi-même, évidemment, réalisé par le backlash que ça a pu créer, qui me manquait, en fait, certaines informations plus précises, mais on ne m'a pas invité, en fait, pour cette raison-là. Et j'ai tenté d'amener les nuances que je pouvais amener selon mes connaissances, et c'est effectivement ce que j'ai nommé. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu particulier, pourquoi on a eu parfois des propos condescendants ou qu'on a tenté de questionner ma crédibilité ou mes compétences en tant que professionnel. Parce que je ne pense pas avoir parlé de choses complètement absurdes, complètement sans nuance à l'égard de la grossesse des menstruations. Puis des fois, on nous approprie parfois, les sexologues ou les professionnels en santé, certaines connaissances qu'on devrait avoir, mais qu'on n'a pas nécessairement, dont par exemple le fait que les menstruations pouvaient prendre plusieurs temps à revenir. C'était une connaissance que je n'avais pas, qu'on m'a informé. Mais la manière, en fait, qu'on a réagi, j'ai trouvé ça particulier, on me décrédibilise à ce point-là. Puis je réalise qu'on a comme un peu ça parfois entre professionnels en santé mentale. Il y a une forme de compétition parfois en nos professions, même entre collègues, on peut avoir ce genre de tendance-là, que quand que quelqu'un peut-être amène une information différente à ce qu'on amène ou qu'on n'a pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs ou les mêmes perceptions d'une situation, ça peut venir nous chercher. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi on l'a tant exprimé au niveau social. Puis
il me semble qu'il y aurait eu une façon peut-être plus productive et aidante, en fait, d'apporter ce qu'on a remarqué ou comment qu'on a réagi par rapport à certains propos que j'ai amenés. On aurait pu tout simplement me contacter, me dire « Hey, sur certaines choses que tu as dit, je n'étais pas tout à fait d'accord, tu aurais peut-être pu l'amener différemment. » Puis peut-être que tu considères que tu n'as pas à m'éduquer par rapport à ça et c'est ma job, ce qui est effectivement le cas. Mais on aurait pu aussi juste faire, par exemple, un propos sur corriger en fait l'information sans nécessairement complètement me dénigrer. Et aussi, en tant que sexologue, en fait, on a comme mis en question les compétences des sexologues. Donc, comme si, effectivement, là, cette erreur-là que j'ai faite, que je prends le temps maintenant de reconnaître que je n'avais pas les informations exactes, puis que j'ai manqué une certaine nuance là, à l'égard de la prolactine et l'effet sur le désir, mais qu'on peut se parler en tant que professionnel, on peut se corriger, puis ça se peut effectivement que des fois on se trompe, et ça ne nécessite pas en fait de publiquement me bâcher à ce niveau-là. On est ouvert en fait à avoir ce genre de dialogue-là, puis pour moi, il y aurait peut-être une façon plus productive d'apporter le sujet. Évidemment, vous avez le droit à vos réactions émotionnelles, vous avez le droit effectivement de vivre une réaction par rapport à ça, mais il y aurait peut-être une façon différente de l'apporter. Parce que je sais que plusieurs de mes collègues qui auraient reçu ce genre de réaction-là, en fait, soit du public ou de d'autres professionnels, qui se seraient sentis particulièrement mal, ça les aurait détruits, ça les aurait beaucoup affectés au niveau de leur estime personnelle. Heureusement, moi, j'ai une certaine solidité par rapport à la crédibilité et mes compétences en tant que sexologue. Je suis grandement apprécié dans mon domaine, par ma clientèle, par mes collègues. Je participe régulièrement à des formations, à faire des formations, à débattre sur différents sujets. Donc, je n'ai pas peur, effectivement, d'avoir un échange d'idées, puis qu'on me critique aussi sur certaines choses. Puis, je vais défendre mon point de vue, je vais argumenter, je vais être ouvert à la perspective des autres, mais on peut le faire dans le respect. C'est un peu, en fait, ce que je demande peut-être qu'on fasse si jamais ça réarrive dans une autre situation, même que ça me réarrive à moi. Ce n'est pas nécessaire peut-être d'avoir ce genre de réactions-là aussi fortes qui peuvent être vraiment dénigrantes et blessantes, en fait, pour certaines personnes. Puis je m'excuse, en fait, si certaines personnes ont eu certaines de mes informations et ça leur a fait vivre peut-être certaines inquiétudes, ça les a mis en perspective, ça leur a causé peut-être une certaine réaction négative. C'était évidemment pas mon intention. Mais je pense que pendant le podcast, j'ai quand même amené le plus de nuances possible par rapport à mes connaissances, puis que je ne disais pas quand même n'importe quoi. Et certaines des informations que j'ai, comme ça l'a ressorti en fait dans les commentaires, ce sont en fait des informations, malheureusement, qui sont quand même beaucoup propagées dans le système de santé et que je ne suis pas le seul et le dernier probablement à avoir ces informations. Donc, je vous remercie de m'avoir informé de ces distinctions-là à avoir, mais on peut peut-être m'en informer ou informer peut-être la clientèle différemment à ce niveau-là parce que je pense qu'on peut davantage s'entraider entre professionnels plutôt que de se rabaisser. Puis là où ça m'amène en fait à mon dernier sujet là, du podcast, c'est justement comment est-ce qu'on a tendance à réagir avec les gens de son entourage quand on a des différences d'idées, des différences de valeurs, des connaissances différentes avec son partenaire. Comment est-ce que justement on peut vivre des émotions, des propos des autres, mais comment qu'on les exprime en fait ces différences-là? Comment qu'on les exprime, comment une situation ou une autre nous a fait vivre? Est-ce que justement on prend un recul pour voir, OK, tu sais, ça m'a fait vivre telle affaire, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Là, comment je peux l'exprimer à l'autre? Est-ce que j'ai plus tendance à être réactif et prompt en fait avec ma réaction? Est-ce que j'utilise la condescendance, je rabaisse l'autre, je suis dénigrant? Au contraire, je tente en fait d'amener l'autre à comprendre mon point de vue, à discuter, d'ouvrir le dialogue, de maintenir en fait les portes ouvertes à ce que moi-même aussi je change peut-être mes propres idées de mon côté? Est-ce que justement je tente d'avoir une approche qui est productive, qui est mature, puis qui est aidante pour que justement on puisse cheminer ensemble où je prends une position très rigide et vive en fait sur la situation, mais je n'essaie pas moi de me mettre dans une position de vulnérabilité, d'ouverture, de créer en fait l'ouverture chez l'autre. Puis est-ce que je tente
d'aboutir à une conclusion mutuelle ou peut-être pas nécessairement une conclusion mutuelle, mais de le faire dans le respect, ce dialogue-là. Puis le point pourquoi j'amène ça, en fait, c'est qu'on vit dans une société, on dirait, où on se permet, en fait, de fortement réagir par rapport aux choses. Puis mes collègues qui ont peut-être réagi, qui ont peut-être fait certains commentaires à mon égard, le but, en fait, c'est pas à mon tour là, de faire du bashing puis de me venger à ce niveau-là, mais c'est juste d'amener peut-être une réflexion sur comment on réagit. Autant entre professionnels qu'avec notre partenaire, qu'avec nos collègues qui peut-être vivent, expriment, ont des connaissances différentes parce qu'on vit effectivement dans une société qui est de plus en plus dichotomique. On le voit beaucoup en ce moment, même aux États-Unis, mais même ici, en fait, au Québec, on le voit de plus en plus. On réagit, en fait, aux situations de façon émotionnelle et vive et on ne prend pas toujours le recul, en fait, pour tenter en fait de connecter en fait avec l'autre puis de comprendre peut-être sa réalité, d'où c'est qui vient. Des fois, on est ignorant nous-mêmes. Des fois, c'est l'autre qui est comme un peu ignorant. Puis des fois, ce qu'on veut faire, c'est peut-être apporter des connaissances, faire réfléchir l'autre personne et aussi d'être ouvert à réfléchir de notre côté. Donc, j'aimerais en fait que pour les gens qui écoutent le podcast, de réfléchir à comment vous réagissez face à une telle situation. Comment est-ce que vous, quand peut-être l'autre personne réagit mal par rapport à certaines choses que vous avez faites, est-ce que vous restez collaborant ou vous devenez très combatif? Est-ce que vous tentez d'apaiser en fait la situation, de corriger peut-être certaines choses? Vous êtes sur la défensive, vous vous justifiez, vous vous défendez, vous attaquez aussi en retour, ou au contraire, vous tentez de juste comprendre d'où est-ce que l'autre vient, pourquoi est-ce qu'on réagit de cette façon-là, puis ce serait quoi la façon la plus productive, la plus saine, la plus mature, la plus aidante pour justement qu'on reste en relation puis qu'on crée des bons liens entre tout le monde. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui sur le podcast Raviver le désir. J'espère que vous avez apprécié le sujet d'aujourd'hui, même si ça décollait peut-être des sujets typiques qu'on a tendance à aborder. Comme toujours, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca ou aller sur notre site lesexologue.ca. Je suis François Renaud, sexologue, psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir.